Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que comme vous avez été nombreux à poser des questions suite à la dernière guidance et puis pour le post que j'avais mis dans l'onglet communauté, je vais prendre quelques questions et on va les décortiquer ensemble. On va aller regarder ce qu'il y a en dessous en fait de ces éléments-là et pour vous apporter d'autres clés de compréhension, vous permettre peut-être de libérer certaines choses. Et voilà, comme toujours, vous prenez pour chacun ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et je pense qu'on refera ce genre d'éléments parce que chacun a ses propres problématiques, les difficultés qu'il rencontre, et ça peut être intéressant de faire une pioche en fait dans vos questionnements pour amener d'autres éléments qui pourront clarifier un petit peu ce que vous vivez, vous permettre de vous raccorder à votre vérité intérieure aussi. Et puis voilà, on va voir où ça nous mène. Comme d'habitude, je suivrai l'élan du moment, mais j'ai envie de partir là-dessus aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments qui reviennent en fait souvent dans vos questionnements, dans les commentaires. Et puis je vous propose de partir là-dessus et vous verrez bien ce qui peut vous être utile ou pas. Alors il y a un premier point, quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'on fait avec cette relation d'âme. Alors relation d'âme, on a tous une âme, donc en fait il n'y a que des relations d'âme techniquement, mais on utilise ce terme généralement pour souligner le fait qu'une relation a une valeur particulière à nos yeux, qu'on la met au-dessus en fait des relations qu'on pourrait qualifier de lambda, d'ordinaire. Et il y a ce genre d'étiquette qu'on va coller, mais ça reste une étiquette vraiment. Il n'y a pas de relation qui est supérieure à une autre. C'est juste nous, en fait, qui allons étiqueter tout ça en fonction de ce qu'on ressent, tout simplement en rapport avec les autres. Et donc, cette personne me disait, y a-t-il un moyen d'être réunis un jour? Alors, dans cette question, ce qui est vraiment demandé, c'est est-ce que je peux actionner un levier volontairement, consciemment, pour forcer, en gros, le passage et faire en sorte que ma réalité se plie à mon désir d'être réuni avec cette personne? La réponse est évidemment non. Il y a un libre arbitre en face, il y a une personne qui est libre de ses mouvements. Le truc, c'est que il n'y a aucune possibilité de forcer quoi que ce soit, d'obliger qui que ce soit à aller dans une direction. Et le truc aussi, c'est que quand on part sur cette idée, où est l'amour quand, au lieu de laisser l'autre libre d'avancer selon ses propres choix, quitte à ce qu'il nous tourne le dos, on souhaite forcer le passage et vouloir à tout prix être réuni avec l'autre. Il y a quelque chose de totalement contradictoire, surtout quand on parle de relation d'âme, donc une relation qu'on va mettre au-dessus des autres rencontres qu'on a pu faire. Donc là, il y a déjà, on s'en mêle un petit peu les pieds dans ces notions-là. Après, c'est humain, c'est normal. Il y a toujours ce truc de oui, mais j'ai ressenti quelque chose de tellement fort avec cette personne. Est-ce que je vais pouvoir vivre, concrétiser les choses, vivre cette relation jusqu'au bout, aller vraiment au fond des choses? Et c'est normal d'avoir ce souhait quand on vit une expérience d'une telle intensité. C'est tout à fait naturel. Le truc, c'est que nous, on va pas pouvoir de toute façon forcer les choses. Soit ça se fera, soit ça ne se fera pas. Et le truc, c'est que ça se fera si quelque part vous êtes l'un et l'autre la personne qui correspond le mieux aux souhaits de chacun. Donc, c'est pas quelque chose dont on va pouvoir. Il n'y a pas de possibilité de prévoir en fait quoi que ce soit de ce côté. Parce que le truc, c'est que nous, consciemment, on a accès à une toute petite portion de qui nous sommes, de nos souhaits, de ce qu'on veut véritablement. Très souvent, on croit vouloir quelque chose alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout, ou alors ça résonne carrément pas dans nos tripes. On est là à s'accrocher à certains souhaits, à certains objectifs, persuadé qu'on veut ce truc-là, que c'est important pour nous, alors qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer. C'est comme un cas qu'on voit très souvent, les personnes qui veulent plus d'argent, qui en réalité ne veulent pas plus d'argent, elles veulent avoir la tranquillité d'esprit, elles veulent pouvoir vivre leur petite vie bien pépère, ne plus avoir le stress quand les factures arrivent, pouvoir se faire plaisir, pouvoir gâter leurs proches, pouvoir se sentir en sécurité. Et vous voyez que sous l'objectif qui est visé à première vue, avoir plus d'argent, en fait, il y a tout un tas d'autres souhaits qui sont les souhaits réels et qui peuvent passer par toutes sortes de biais sans forcément aller à tout prix dans cette direction d'avoir plus d'argent. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est l'un des plus flagrants, donc je prends souvent celui-là, mais en fait c'est applicable partout. Et souvent dans le fait de vouloir être en couple, de vouloir vivre l'expérience amoureuse, vraiment celle qui est saine, où ça se passe bien, où on est vraiment sur la même longueur d'onde, il y a pour beaucoup le désir de remplir un vide, de combler parfois l'ennui,
de pallier à l'insuffisance de joie qu'on va trouver dans son quotidien, dans sa petite vie, dans les habitudes qu'on prend, les activités qu'on fait ou les rapports qu'on a avec les autres. Et il y a cette espèce de fantasme qui nous fait croire que si on trouve la personne idéale, que si on trouve la bonne personne, ou si on arrive à vivre la relation avec cette personne qui nous a fait ressentir quelque chose de plus fort que tous les autres, on va trouver enfin cette espèce de bonheur ultime, cette espèce de ligne d'arrivée. Ça y est, j'aurai une espèce d'aboutissement dans ma vie, quelque chose qui me permettra de me dire que ça en aura valu la peine, ce genre de choses. Et il y a tout un tas d'autres éléments derrière l'idée de vouloir former un couple qui font que on peut désirer tout ça, mais en fait, il y a d'autres points qui sont visés concrètement. Donc le truc, c'est y a-t-il un moyen d'être réunis un jour? Là, c'est je cherche une solution pour pouvoir actionner moi-même les manettes parce que j'ai l'habitude d'être aux commandes et j'ai envie d'être en mode directif par rapport à tout ça, de contrôler, en fait, de décider de la façon dont les choses vont se mettre en place. Mais la vie étant ce qu'elle est, et quand on parle de relation, il y a forcément un libre arbitre en face aussi, ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Donc quelque part, tout ce que nous, on peut faire, c'est de vivre notre vie, d'accepter de suivre le fil qui se présente, en sachant que notre vie, les étapes qui peuvent se présenter ne sont pas hasardeuses. Ces étapes qui vont se présenter à nous suivent de toute façon un certain chemin, une certaine direction en fonction de ce qu'on veut réellement. Qu'on soit conscient ou pas de ce qu'on veut véritablement. Mais le truc, c'est que notre quotidien, ne reflétant que l'énergie qu'on porte, va nous amener automatiquement le prochain pas, la prochaine marche pour qu'on puisse continuer à cheminer vers ce qu'on veut véritablement. Donc, de toute façon, la vie va nous emmener vers ce qu'on veut. C'est juste que parfois, on n'est pas conscient de vouloir certaines choses ou de ne pas vouloir certaines choses et on va le découvrir au fur et à mesure. Et le truc, en tout cas personnellement, que j'ai trouvé le plus doux, le plus allégeant dans ce cheminement, c'est d'apprendre à faire confiance à notre totalité. C'est-à-dire qu'au lieu de rester focus sur mon mental, sur ma part consciente en fait, qui dit moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, c'est d'aller me rendre compte que si je n'obtiens pas ce que je dis vouloir consciemment, c'est qu'en fait, en tout cas à ce moment-là, je ne le veux pas réellement, ou alors il y a une part de moi qui veut encore plus ne pas le recevoir pour des questions parfois de peur ou de limitation, ou peu importe, pour tout un tas d'autres choses, ou parce que ça viendrait torpiller d'autres souhaits que je peux avoir et qui sont importants pour moi. Et le fait d'arrêter de me battre contre ma part inconsciente, contre ma totalité, c'est-à-dire d'arrêter de croire que la part consciente, en fait, a la visibilité totale et que si je dis vouloir ça, c'est que je le veux vraiment, c'est de me dire, OK, si mon expérience concrète ne m'amène pas ce que je veux a priori, c'est peut-être que je le veux pas tant que ça, ou peut-être qu'il y a encore certaines barrières. Alors plutôt que de me battre contre mon inconscient, à croire qu'il y a un ennemi là-dedans qui essaye de me faire chier gratuitement et de me priver de ce qui pourrait m'apporter plus de bonheur, je choisis de croire que si je ne vis pas une expérience, c'est que pour l'instant, je ne le veux pas véritablement, que je suis peut-être pas encore prête, et je vais laisser la vie m'amener étape par étape les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir cheminer vers ce que je veux. Et il y a vraiment une douceur, une tranquillité là-dedans, quelque chose de beaucoup plus zen, qui fait en plus qu'on peut profiter beaucoup plus fortement de toutes les belles choses qui sont déjà là, malgré tout, et qu'on ne voit pas toujours tellement on est parfois obsédé par certains objectifs, à croire qu'il nous faut absolument ce truc-là ou cette personne-là ou cette situation pour pouvoir enfin avoir notre dose. On est un peu comme des drogués en manque, quelque part. Mais ce qu'on remarque, c'est que le fait de ne pas obtenir ce qu'on souhaite, en tout cas pendant un certain temps, nous permet de nous confronter à nos vides, à nos manques, à tout ce qu'on n'allait pas regarder en fait, tellement on était occupé à se concentrer sur un sujet et ça nous apporte vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir cheminer, pour se rencontrer soi-même, pour pouvoir aller à la rencontre de nos blessures aussi et vivre tout un tas d'étapes qu'on n'aurait pas pu vivre si on était occupé à roucouler avec une personne ou à vivre d'autres choses qu'on a envie de vivre. Mais voilà, c'est pas gratuit.
c'est pas une force extérieure à nous, même notre âme qui décide à notre place, en mode j'ai un petit programme pour toi, je sais que c'est ce qui est le mieux pour toi, donc tu vas être obligé de le suivre. C'est pas du tout ça. Notre âme, elle est en train de jouer son propre scénario à son niveau. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il n'y a pas de source extérieure qui veut quelque chose pour nous. On est vraiment libre d'expérimenter la vie comme on en a envie. Et les étapes qui vont prendre forme, le chemin qui se trace pour nous, en fait, il ne fait que suivre nos désirs d'humains, nos souhaits, ce qu'on veut ou pas, les priorités qui sont les nôtres. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas aussi direct que ce qu'on aimerait. Oui, mais moi je sais que je veux ça et ça, alors pourquoi c'est pas facile? Pourquoi je me prends tout un tas d'obstacles, de difficultés, de déceptions, de souffrances? Ben, c'est parce que, comme je l'explique souvent, on n'arrive pas de nulle part. On a grandi avec tout un tas d'idées limitantes, de croyances fausses, déjà rien que sur le fait de notre valeur personnelle. On a quasiment tous en tête des idées qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bien, ou qu'il y a ceci ou cela qui n'est pas acceptable chez nous. Et on avance avec tous ces éléments-là. Et le truc, c'est que souvent, ces croyances-là font obstacle pendant un temps à la matérialisation en fait des souhaits qu'on aimerait voir prendre forme. Et le fait est que pour rentrer dans une relation d'amour vraiment saine et équilibrée, ben on peut pas, comment dire, on peut pas rentrer là-dedans et espérer un résultat positif si on arrive en mode je suis une grosse merde, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas acceptable tel que je suis. Notre matière, notre quotidien va toujours, toujours, toujours refléter l'énergie qu'on porte. Et quand dans notre énergie, il y a toutes ces croyances à la con, on va expérimenter ce qui va nous permettre de valider ces idées-là. Pas seulement dans le but de nous renvoyer chaque fois des éléments douloureux et négatifs, mais pour qu'on puisse en prendre conscience. Et le truc aussi, c'est que les expériences qu'on vit ne reflètent pas toujours directement ces éléments-là. Par exemple, quand vous avez ce type de croyance, vous n'allez pas systématiquement vous retrouver face à des gens qui vont vous juger, vous critiquer, vous lyncher ou je sais pas quoi. Parfois, vous allez vous retrouver dans des situations où l'autre, en fait, sera dans un réel désir d'avancer vers vous, voilà, de faire les choses bien, dans une réelle bienveillance. Et c'est nous, en fait, qui allons déformer les comportements de l'autre pour les interpréter d'une certaine manière et pour pouvoir nous dire ah ben voilà, j'avais raison de penser que j'étais une merde, que j'étais pas assez bien, que ceci, que cela, alors que c'est nous, inconsciemment, qui provoquons ces éléments-là parce qu'on porte tout un tas de croyances. Et justement, quelqu'un me demandait pourquoi je sabote la relation quand l'autre revient et que ça se passe bien? Ben, c'est justement pour ce genre de raison qu'on va dans l'auto-sabotage. C'est à cause de nos croyances, à cause de notre système qui cherche toujours des preuves en quelque sorte de sa validité dans les expériences qu'on vit. Et la très grande majorité du temps, tout ce qu'on vit est interprété, déformé, filtré pour aller chercher des éléments qui vont venir valider en fait ce que nous on croit. Tant qu'on est persuadé d'être inférieur aux autres ou pas assez bien, pas à la hauteur, on va comme une espèce comme si on avait un radar, une tête chercheuse, on va se mettre à chercher dans chaque expérience qu'on vit, dans chaque situation qui arrive, des éléments qui vont nous permettre de vérifier qu'on n'est effectivement pas à la hauteur, pas assez bien, et ainsi de suite. Mais si ça se présente par l'extérieur, c'est pour qu'à un moment donné, on soit suffisamment secoué par les expériences qu'on va vivre, qu'on nous mette suffisamment de coups de pied au cul pour qu'on finisse par se rendre compte que la première personne qui pense tout ça, bah, c'est bel et bien nous, que c'est parce que nous, on croit ces choses-là à notre sujet, qu'on accepte des comportements qui sont pas acceptables, qu'on se contente de bouffer des miettes au lieu de vivre ce qu'on a réellement envie de vivre, qu'on croit devoir se contenter de ce qu'on va nous bien vouloir nous donner au lieu d'avoir conscience du fait que nous, on peut faire des choix et qu'on est libre en fait d'aller dans n'importe quelle direction. Et il y a tous ces éléments-là. Donc quand on a l'impression de saboter soi-même les choses, que chaque fois que ça se passe bien, on se met à torpiller la situation
pour que ça se passe à nouveau pas bien, c'est pour ce genre de raison, parce qu'on a encore tout un tas de croyances fausses. Et bien sûr, ces situations qu'on vit, aussi douloureuses et désagréables qu'elles puissent être, elles vont nous permettre, par effet miroir, avec l'écho qu'elles produisent, de pouvoir prendre conscience à un moment donné de ce qu'on est en train de jouer, des scénarios répétitifs qui sont en place, et du fait que c'est nous qui avons tendance à penser qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on mérite pas mieux, qu'il faut avancer comme ceci et pas comme cela, cocher des petites cases à droite et à gauche, et on ne fait que suivre en fait ce que l'on croit. Et quand ça apparaît à l'extérieur, ça nous donne de la matière pour qu'à un moment donné, la répétition soit suffisamment flagrante pour qu'on commence à se réveiller, qu'on se dise mais il n'y a pas un truc qui cloche là, comment ça se fait que je reproduis tout le temps ce type de scénario? Qu'est-ce qui fait que j'avance toujours dans la même direction? Et puis on va commencer à s'observer, à observer comment on fonctionne, comment on pose nos limites ou pas d'ailleurs, et il y a tous ces éléments qui se mettent en place et qui font que tiens, en fait j'aboutis toujours à ce même résultat, mais en fait je fais toujours la même chose, je dis toujours oui quand j'ai envie de dire non, je ne pose pas mes limites, je n'impose pas les choses qui sont essentielles pour moi, et on va s'observer en train de faire toujours les mêmes erreurs quelque part, mais à ce moment-là, on n'en est pas conscient, donc on fait du mieux qu'on peut, hein, mais on va reproduire ces erreurs, et quelque part, à un moment donné, ça va faire le tilt, il y a l'ampoule qui va s'allumer, et on va pouvoir prendre conscience, grâce à cet écho qui provient de l'extérieur, que ça part bien de nous, de notre système de croyance. Et le truc, c'est que la question qui vient légitimement après ça, c'est OK, mais quand j'ai pris conscience de mes croyances, comment je fais pour m'en débarrasser? Alors comme on en parle souvent en fait dans les guidances et autres supports que je vous propose, on ne se débarrasse pas de quoi que ce soit. Le but, ce n'est pas de partir dans une espèce de chasse aux sorcières en mode ah vite vite vite, un ennemi à abattre, il faut que je me débarrasse de ça pour être libre, comme si on ôtait un gros caillou du chemin et qu'on pouvait enfin avancer vers la suite de ce chemin-là. En fait, le but du jeu, c'est simplement la prise de conscience, et elle se fait naturellement. Grâce à ces répétitions aussi, qu'on soit dans un cheminement conscient ou pas, ça ne change strictement rien. Parce que sinon, les personnes qui ne s'intéressent pas au développement personnel, à la spiritualité, tous ces trucs-là, ils n'auraient pas de vie, puisqu'ils ne se remettent pas en question, puisqu'ils vivent simplement leur vie tranquillou, sans forcément se poser 50 000 questions et essayer de tout analyser, décortiquer. Techniquement, ils ne devraient pas avoir de vie si on suit cette logique-là. Ça devrait rester toujours figé sur place. Mais en fait, non. Les personnes qui ne s'intéressent pas à ces domaines-là, ils avancent, ils font leurs expériences. Souvent, ils sont bien plus à l'aise dans la matière que nous, qui cherchons en fait à être en permanence rassurés sur ce qu'on vit, et c'est pour ça qu'on essaye de tout décortiquer, d'analyser, de comprendre. C'est pour ça que la majorité d'entre vous êtes là aussi, pour essayer de trouver du sens dans ce que vous expérimentez, de comprendre ce qui se passe et de vous dire bon c'est pas un truc gratuit qui me tombe sur la tête, il y a une logique derrière tout ça, et ça fait du bien, ça apporte un soulagement. Mais les personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ces choses-là, qui vivent simplement leur vie d'humain tranquillou, sans se préoccuper de tout ça, leur vie elle avance, elle bouge, et c'est parce que tout ça se fait automatiquement, et il n'y a pas besoin d'être dans une démarche consciente pour voir sa vie bouger. Le truc, c'est que quand on rentre dans ces démarches conscientes, ce qu'on essaye de faire, et là ça nous ramène à la première question qui a été posée, c'est qu'on essaye de trouver des leviers pour prendre le contrôle de la vie. On se dit, ok, si je comprends comment ça marche, je vais pouvoir actionner les manettes moi-même, et donc faire en sorte d'éviter les situations souffrantes, de ne plus tomber dans les mêmes pièges, de provoquer uniquement des situations positives et bénéfiques pour moi, et on part vraiment sur ce genre de délire-là. On cherche, ce qui est naturel, hein, on n'aime pas souffrir, c'est normal, mais on cherche en fait à éviter la souffrance et à ne générer que du positif. On cherche à comprendre comment ça marche en pensant que si on a suffisamment de compréhension, de connaissances par rapport à tout ça, on va pouvoir esquiver, passer entre les gouttes et ne plus avoir à souffrir. Mais c'est faux. C'est pas parce qu'on sait comment ça marche qu'il n'y a plus rien qui nous touche. On reste des êtres humains, et c'est tout à fait normal de ressentir des choses. Et si on ressent rien, et on s'en rend compte hein, quand il y a des passages comme ça
assez désertique, on a l'impression de plus être trop connecté à notre réalité, ben on se sent vide, on se sent creux, parce qu'il n'y a plus cet émotionnel qui est activé. Et même si certains épisodes sont douloureux et qu'on n'a pas forcément envie d'y retourner, le fait est que si on observe un minimum, ben ces moments où on a ressenti des grandes souffrances, on s'est senti plus vivant que jamais. Et pour beaucoup, ça vaut mieux de ressentir même des choses désagréables plutôt que de rien ressentir du tout et d'avoir ce sentiment de vide, d'inexistence et qui est extrêmement lourd en fait à porter. Je sais plus où je voulais partir avec ce truc-là. Ouais, on partait sur ces notions de d'auto-sabotage. Oui, c'est juste un écho en fait aux croyances qu'on porte, mais ces croyances, elles vont se mettre en lumière au fur et à mesure. Et le fait justement de répéter ces scénarios où on va saboter à chaque fois que ça va bien, bah, là j'avais une opportunité de vivre de belles choses, bah non, hop, il faut que je foute la merde de nouveau et que je me débrouille pour que ça parte en vrille. Et c'est pour nous permettre aussi de mettre en lumière notre système de croyances et ça se fera de toute façon. Donc pour ceux qui peuvent se retrouver là-dedans, n'ayez pas peur de rester coincé éternellement dans ce type de situation. Vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des prises de conscience et quelque part la souffrance, elle nous aide en fait parce que là où quand ce n'est pas suffisamment souffrant, on va répéter comme une espèce de robot, comme un mode automatique, les éléments bah, qui nous ramènent toujours au même point. La souffrance qui augmente nous permet à un moment donné d'en avoir suffisamment ras-le-bol pour nous donner cet élan de sortir de notre zone de confort, d'aller vers l'inconnu, vers ce qu'on n'a pas maîtrisé jusque-là, et de sortir justement de ces scénarios. Donc la souffrance, elle n'est pas là non plus pour nous emmerder, c'est pas un truc gratuit juste pour nous pourrir la vie, elle est là pour permettre à notre système de s'auto-équilibrer, de s'auto-réguler, et de faire en sorte que on ait des points de repère quelque part et des éléments qui amènent une sorte de bascule. Et quand la souffrance devient trop grande, là, ça nous donne cet élan qu'on trouve pas forcément quand ça reste relativement confortable de changer les choses, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser se confronter aussi aux autres, de s'affirmer, de poser ses limites, etc. Tout un tas de choses qu'on n'oserait souvent pas faire si la souffrance n'était pas suffisante. Et mine de rien, c'est un sacré coup de pouce, même si elle n'est pas agréable à vivre, elle nous accompagne, elle nous aide à trouver cet élan qu'on n'est pas en mesure de le faire directement, de le faire soi-même. Autre point qui a été soulevé, qui revient souvent, quelqu'un qui me dit qu'elle souhaite de tout cœur partager sa vie avec un amoureux, mais que ça ne se fait pas. Quand ça ne se fait pas, c'est qu'on ne veut pas réellement avoir un amoureux dans sa vie. Le truc, c'est que, alors, effectivement, ça peut partir de certaines peurs qui sont encore présentes, mais qui sauteront naturellement à un moment donné, quand le fait de ne pas être en lien deviendra suffisamment pesant, mais très souvent aussi, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, les personnes qui veulent à tout prix être en couple, où c'est une espèce de besoin impérieux, d'impératif, c'est il faut que ça arrive, je peux pas considérer ma vie sans le couple, etc. Bah, c'est le mode panique à bord. Quand on a peur, bien souvent, de se confronter à soi-même et au vide, quelque part à l'intérieur de soi, il y a une espèce de mouvement de panique où on se met à se raccrocher à l'extérieur, on cherche un partenaire de vie comme une espèce de bouée de sauvetage en pensant que si on est en couple, si on est avec quelqu'un, on va se sentir en sécurité, que l'autre va remplir ce vide. Mais le truc, c'est que tant qu'on n'est pas allé se confronter à soi-même, ben, on se sentira toujours en insécurité, même en étant en couple. Parce que quand vous êtes dans ce type de schéma, le fait d'être en couple, bah, au début peut-être que ça vous rassure, que ça vous sécurise, mais le truc, c'est que l'autre, on sait très bien qu'il peut se barrer à n'importe quel moment, que ça peut s'arrêter n'importe quand, et ça fait que là où vous pensiez être en sécurité dans une phase de répit, en fait, vous avez d'autres angoisses qui vont venir se soulever et qui vont vous faire commencer à avoir peur que l'autre s'en aille, que ceci, que cela, et vous allez vous-même, la plupart du temps, faire en sorte de pourrir tellement la relation que l'autre va s'en aller et que vous allez foncer tout droit vers ce que vous tentiez d'éviter. Chaque fois qu'on est dans une tentative d'évitement, une tentative de fuite, c'est souvent la peur de ressentir
quelque chose, d'être anéanti en fait, d'être submergé par l'émotion et de mourir de ça en fait, ça peut pas fonctionner de toute façon. Vous pouvez être sûr que quand vous êtes terrorisé à l'idée d'aller dans un sens, bah, vous allez tout faire vous-même pour partir dans cette direction. Donc ouais, c'est des histoires de vide à combler, d'un refus d'aller se confronter à soi-même et la vie, enfin ne faisant que refléter finalement l'énergie que vous portez, votre énergie va faire en sorte que vous n'obteniez pas ce que vous désirez a priori en surface, parce que votre désir réel, c'est d'arrêter de vivre en permanence dans la peur, dans cette pression constante, dans cette tension permanente. Si vous observez bien, pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont pu vivre ce type de scénario, où pendant un certain temps, c'était plus ou moins facile de faire des rencontres, vous viviez des relations concrètes, il y avait du mouvement en fait dans votre vie, et à passer un certain cap, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez l'impression que plus rien ne bouge, qu'il se passe plus trop rien, que chaque fois ça bloque, etc. Voyez que votre vie ne fait que suivre votre énergie. Et dans ce type de scénario, ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est que sur cette première période où il y avait des rencontres, des opportunités, où les choses se mettaient en mouvement plus ou moins régulièrement, vous étiez dans ce désir de combler quelque part ce vide à travers les relations. Il y a une part de vous qui était dans cette idée, dans cette croyance que une fois en relation, vous alliez justement pouvoir trouver cet équilibre. Mais le truc, c'est que en passant d'une relation à l'autre, en vivant les expériences que vous avez vécues, vous vous êtes rendu compte par vous-même, dans l'expérience, qu'être en relation ne vous apportait absolument pas cette espèce de sécurité absolue tant recherchée, que ça n'amenait pas une tranquillité permanente, une joie de vivre permanente non plus, et que là où vous pensiez avoir trouvé votre porte de sortie par rapport à la souffrance, en fait non, non, on pouvait même être déçu d'une relation, on pouvait vivre des choses difficiles tout en étant en couple, et le couple n'était pas une espèce d'îlot au-dessus de tout le reste qui allait nous extraire de toute possibilité de souffrance. Et ça fait que même si consciemment, vous continuez de désirer être en couple pour diverses raisons, il y a votre énergie qui dit j'en ai ras-le-bol de revivre les mêmes scénarios, j'en ai ras-le-bol de vivre avec cette peur au ventre en permanence, je veux plus de sérénité, je veux vivre ma vie en étant tranquille, en étant à l'aise, quelles que soient les circonstances, et votre désir le plus grand n'est plus d'être à tout prix en couple, mais c'est de pouvoir sortir de cet état d'être qui vous place dans une espèce de pression permanente et qui amène de la souffrance constante finalement, hein, où quelles que soient les circonstances, seul ou accompagné, vous êtes toujours dans ce stress, dans cette espèce d'anxiété générale et personne n'a envie de continuer à vivre là-dedans éternellement. Donc quand le ras-le-bol de vivre constamment dans ce type d'énergie devient suffisamment fort, votre désir au niveau de votre inconscient bascule et l'élément qui devient le plus lourd dans le tas, c'est votre désir de vivre en paix, dans la sérénité et de ne plus vous sentir dans cette espèce de dépendance au monde extérieur, aux réactions des autres, au bon vouloir des autres et de pouvoir vous sentir serein, heureux, libre à partir de là où vous êtes et même en étant en solo. Donc il y a vraiment ce truc qui se fait et tout naturellement, la vie vous offre les circonstances, les conditions dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans cette direction. Et la meilleure façon de pouvoir se rencontrer soi-même, c'est d'être seul. Quand on est en couple, comme dit, on est occupé par ce qui se passe avec l'autre, par nos interactions. Et pour beaucoup de gens en tout cas, c'est plus compliqué d'aller à sa propre rencontre parce qu'on se sert quelque part inconsciemment du couple pour ne pas aller regarder à l'intérieur, pour ne pas aller regarder les éléments qui nous foutent la trouille et pour ne pas aller toucher nos émotions. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations a priori bloquées, où ils ont l'impression qu'il y a toujours un autre obstacle ou quelque chose qui cafouille dans l'eau, mais c'est en fait parce que leur désir premier, le désir le plus important à ce moment-là, c'est de pouvoir trouver cette sérénité, et cette sérénité, on la trouve tout naturellement quand petit à petit, on apprend à faire sa propre connaissance, et quand on va
aller toucher les éléments qu'on jugeait jusque-là chez nous. Tout ce qu'on a tenté de camoufler pendant souvent des années parce qu'on pensait que ces éléments-là n'étaient pas acceptables, pas dignes d'être aimés, quand on va changer notre regard là-dessus et se rendre compte que ça fait partie de notre humanité, que c'est des morceaux que tout le monde porte, même ceux qui se vendent du contraire, mais que ça nous réunit tous en fait au même endroit, bah, il y a ce côté qui, on relâche cette espèce d'inquisition, on relâche cette tendance à juger en permanence et on se met à accepter, à faire preuve de compassion envers ces parts de nous, parce qu'on comprend que si on réagit de telle ou telle façon qu'on estime pas très belle ou je sais pas quoi, c'est parce qu'on a été blessé, c'est parce qu'on a ressenti tout un tas de choses, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des limites, parce qu'on a l'histoire qu'on a, et que en fait, il n'y a pas à juger tout ça. C'est une réaction pardon, réflexe, une espèce de mécanisme de survie aussi bien souvent, mécanisme de protection pour ne plus avoir à rentrer dans ces souffrances-là. Et on est juste des êtres humains qui ont été blessés plus ou moins fortement en fonction des histoires qu'on a, et c'est tout. Et le fait de commencer à reconstituer le puzzle, à aller prendre dans nos bras toutes ces parts de nous qu'on a rejetées pendant tellement longtemps, en étant persuadés qu'elles n'étaient pas assez bien, qu'il fallait vite aller les planquer dans un coin. C'est ça qui nous remplit de l'intérieur et qui fait qu'on se met à arrêter d'avoir cette espèce de réaction de drogué en manque, en mode il faut à tout prix que je concrétise tel objectif, que je sois en couple ou que j'ai des enfants ou que j'ai ci ou que j'ai ça. On se met à sortir de là petit à petit pour se rendre compte qu'il y a une vraie tranquillité, une sérénité à être seul face à soi-même. Que quelles que soient les parts de nous qui vont s'exprimer en fonction des circonstances du moment, chaque morceau est acceptable et digne d'être aimé, et chaque morceau a une raison d'être. Et quand on commence à donner du sens à tout ça, on arrête de se rejeter soi-même, et forcément notre vie change, parce que l'extérieur n'est jamais rien d'autre qu'un miroir de l'intérieur et des réactions qu'on a de soi vers soi. Tout ce que les autres pourraient vous mettre dans la tronche, ce n'est rien d'autre que le reflet de votre croyance à votre propre sujet. Quand les autres passent leur temps à vous dénigrer, à vous rabaisser, vous juger, vous critiquer, si vous creusez un tout petit peu, vous n'aurez pas de difficulté à voir que c'est vous qui vous regardez de cette manière-là et que les autres, par effet miroir, vous renvoient ce que votre énergie demande, ce que votre énergie réclame pour, à force que ce soit répété, avoir cette possibilité de prendre conscience de vos croyances, et une fois que vous vous en rendez compte, il y a un truc qui se dénoue tout naturellement, on le ressent. C'est pas un processus mental, c'est quelque chose qui se passe dans les tripes. À un moment, il y a comme une espèce de déclic, comme une espèce de soulagement, d'apaisement, qui peut amener de l'émotion aussi, hein. Et le truc se fait tout naturellement. Et c'est grâce aux circonstances de la vie, grâce à ces répétitions, dont souvent on se rend même pas compte, en fait, ça vient nous chercher tout naturellement, comme ça, ni vu ni connu, mais ce processus se fait en permanence pour absolument tout, et notre vie s'auto-équilibre, et quand on choisit, parce que c'est vraiment un choix, de lui faire confiance plutôt que de considérer la vie comme une ennemie qui cherche à nous faire du mal gratuitement, il y a une vraie tranquillité, il y a une vraie sérénité à aborder les étapes du quotidien, et c'est beaucoup plus agréable, on profite beaucoup plus de toutes les bonnes choses, plutôt que d'être en mode attente permanente, à croire qu'il faut que telle ou telle chose se produise dans notre vie ou que telle ou telle personne arrive pour qu'on puisse enfin toucher du doigt le bonheur, alors que non, on peut le choper partout, par des petites choses aussi toutes simples, hein, pas forcément des grands objectifs, mais c'est beaucoup plus accessible que ça, mais c'est une question de comment on regarde la vie, comment on se regarde soi-même, et tout ça on l'apprend au fur et à mesure de nos expériences. Évidemment, ça vient nous chercher, ça vient se poser sous notre nez au fur et à mesure qu'on avance. Justement, par rapport à cette histoire de dénigrement, quelqu'un me disait que de temps en temps, sa mère venait la critiquer et que ça la touche. Et en fait, elle fait face, mais dans sa question, il y avait un truc qui disait j'aimerais bien ne plus être touchée par les critiques de ma mère. Mais le truc, les amis, qu'il va bien falloir se mettre en tête à un moment donné, c'est que c'est normal et humain d'être touché par
certaines situations, certaines réactions, certaines paroles, peu importe. Le truc, c'est que pour beaucoup qui se sont intéressés à un moment donné au développement personnel, à la spiritualité, on est parti dans l'idée que si on bossait suffisamment sur nous, si on apprenait suffisamment comment ça fonctionne et tout ce qui s'ensuit, qu'on allait en gros pouvoir éviter la souffrance et que quelque part, à un moment donné, on allait devenir une espèce de version plus de l'être humain qui ne serait plus touché par rien, qui serait dans une espèce de bienveillance permanente, Bouddha, Jésus, peu importe, un truc où il n'y a plus de réaction humaine, il n'y a plus de genre, on vous bouscule, il n'y a plus de colère, vous allez peut-être même avoir envie de tendre l'autre joue, mais ça, c'est de la merde. Clairement, cette idée, cette croyance qu'à un moment donné, plus rien ne nous touchera, qu'on sera dans une espèce de monde de bisounours, à être bienveillant envers tout le monde, non, ça c'est une grosse connerie, ce n'est qu'une croyance de plus, qui en plus nous fait croire que parce qu'on continue de juger, d'avoir des réactions, de ressentir de la colère, parfois une envie de vengeance ou ce genre de truc, bah qu'on est en échec, qu'on est des grosses merdes, qu'on a raté le truc, qu'on n'a toujours pas compris. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, y compris des coachs hein, et d'autres personnes qui sont censées, entre guillemets, guider la foule, se collent un gros masque sur le visage pour faire croire à tout le monde qu'ils n'ont aucune réaction, que on va les agresser par exemple gratuitement, je sais pas, les critiquer ou peu importe, hein, et que ça va pas les toucher, ça leur fera rien, et ils sont là en mode non mais moi dans ma grande sagesse, comme je suis coach ou je sais pas quoi, peu importe, ou gourou, hein, je ne suis touchée par rien, je comprends ce que tu vis, machin et tout, alors qu'en dessous on le sent en plus, on le perçoit que ça bouillonne et que l'autre il enrage, qu'il a juste envie de lui mettre une paire de baffes ou de l'envoyer paître, mais c'est une espèce d'hypocrisie qui fait que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en échec parce qu'ils continuent à ressentir des émotions, qu'ils continuent à être touchés par différentes situations ou par des critiques ou ce genre de trucs. Mais en fait, non, c'est notre humanité. Et il n'y a rien de plus rassurant qu'un humain qui assume pleinement ce qu'il est, qui va assumer son mécontentement, sa colère, sa frustration, tous ces trucs-là, parce que c'est un langage universel, parce que toutes ces émotions, toutes ces choses qu'on ressent, n'importe qui d'autre qui va vous dire les choses honnêtement, vous dira qu'il a déjà ressenti ça, et c'est ça qui nous relie tous en fait. C'est cette humanité, c'est tout ce qu'on ressent. Donc quand vous êtes en mode oui quelque chose me touche, mais j'aimerais bien ne plus être dérangé par ça, ben en fait non. C'est normal d'être touché et après ça n'empêche pas de poser ses limites, hein. Si maman ouvre toujours sa gueule pour vous critiquer ou pour vous faire des remarques à la con, vous êtes en droit de l'envoyer paître. On n'a rien à foutre que ce soit votre famille. La famille n'a pas une espèce de statut privilégié pour avoir le droit de vous lyncher là où vous poseriez tout naturellement vos limites avec d'autres personnes. Donc c'est à vous de voir où se situe la limite et quand il y a des choses qui ne sont pas OK pour vous, vous êtes en droit de l'exprimer, de poser vos limites et même de prendre vos distances si nécessaire. Si l'autre continue dans son petit délire, écoute, tu veux jouer avec un punching ball, va t'amuser ailleurs. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Vous êtes parfaitement en droit de prendre vos distances et de faire ce qui est le mieux pour vous. Mais le truc, c'est que c'est normal de continuer à être touché. Et quand ce sont nos proches, les personnes qui, dans notre vision des choses idéales, sont censées prendre soin de nous et nous comprendre, nous épauler et tout ça, qui viennent nous en mettre plein la tronche, c'est tout à fait normal d'être touché. Et je pense que quand ça touche nos parents, il y a toujours cette part de nous, c'est cet enfant qu'on a été, qu'on est toujours quelque part, qui espère encore avoir cette relation idéalisée qu'on aurait aimé avoir avec nos parents et qu'en fait, qui souvent est plus ou moins éloigné, souvent plus loin que proche de la réalité et qui fait que ouais, ça nous blesse, que ça vient repiquer là-dedans et c'est pas grave. Quand vous êtes touché par quelque chose, par une situation, une parole, peu importe, acceptez d'être touché. Vous avez le droit d'avoir votre fierté, de pas vouloir le montrer à l'autre. Vous avez parfaitement le droit
de jouer la comédie face à l'autre et de lui faire croire que vous en avez rien à foutre. Il n'y a pas de problème là-dedans, hein. C'est cette quête d'authenticité, elle a souvent tendance à nous pousser à vouloir tout déballer devant tout le monde, mais il n'y a absolument aucun besoin de ça. Ça fait partie de notre humanité. Notre fierté, notre carapace, on y a le droit, et c'est à chacun d'entre nous de déterminer où est-ce qu'il accepte de faire tomber la carapace et où est-ce que c'est pas ok pour lui et qu'il a besoin peut-être de rester en mode blindé. S'accepter tel que l'on est, c'est prendre tous ces morceaux-là avec nos limites, avec nos freins, avec nos barrières. C'est pas se sentir obligé d'être dans une ouverture totale ou en fait de se conformer, si vous voulez, de se rigidifier dans un mode de fonctionnement bien précis qui serait applicable partout. C'est je me laisse être qui je suis au moment où je le suis, et en fonction des circonstances, des conditions, de mes interactions avec les autres et ainsi de suite, je vais réagir différemment. Je ne vais pas avoir les mêmes réactions avec une personne et avec une autre, ou en fonction de mon humeur du jour et de tous ces trucs-là. C'est apprendre à être un humain, c'est se foutre la paix. C'est vraiment le truc que je vous balance le plus souvent, mais c'est tellement, ça amène un tel soulagement d'apprendre vraiment à se lâcher la grappe. Je suis qui je suis comme je suis, ça plaît ou ça plaît pas, j'en ai rien à foutre, ou j'en ai quelque chose à foutre, je suis touchée parce que les autres continuent de me casser les couilles à essayer de me faire rentrer dans leur petite case à la con. On a parfaitement le droit de ressentir ça aussi, mais c'est vraiment se redonner cette légitimité dans notre spontanéité, dans le fait de vivre et de ressentir les choses comme on va les vivre et les ressentir, et d'arrêter de vouloir quelque part contrôler ce qui sort de nous. Alors, je suis pas en train de dire de passer en mode sans filtre, hein, et en mode je lâche tout comme j'ai envie de le lâcher. Ça peut être votre nature spontanée, et puis voilà. Mais il s'agit vraiment de se foutre la paix. Et de se foutre la paix aussi quand on essaye de se contrôler, quand on se prend la tête à vouloir cocher les petites cases, machin et tout. C'est je me laisse être comme je suis. Ok, là je suis en stress, je cherche à contrôler ma façon d'être, ma façon de ressentir parce que machin et tout. Bah ok, c'est comme ça. Là je suis en train de faire ça et puis c'est tout. C'est pas grave, c'est pas un problème. Je ne suis pas en échec. Je ne me suis pas trompée quelque part. J'ai pas fait un retour en arrière alors que j'avais si bien avancé, j'avais si bien progressé, et là, poum, je me suis vautrée, ça veut dire que je me suis plantée sur toute la ligne, ou que je me raconte des pipeaux. Non, on s'en fout. C'est vraiment retourner à cet état de spontanéité. Je vis ma vie, je me laisse être telle que je suis, et puis après, je prends conscience du fait que je peux faire des choix, et que si certains mécanismes ne me plaisent pas, ne me conviennent pas, que ça m'emmerde en fait d'être comme ça tout le temps, bah, j'ai la liberté de faire d'autres choix, d'essayer d'autres options, d'utiliser les moyens du bord pour essayer d'avancer dans une autre direction. Mais ça part de nous. Ça ne part plus de critères extérieurs, ça part plus de la petite volonté des autres à notre sujet, qui masque en fait souvent notre désir à nous de convenir aux autres. Donc on se laisse embarquer. Ça part toujours bien de l'intérieur, mais voilà, on a vraiment cette liberté de choix. Si un truc ne nous convient pas, si on en a ras-le-bol d'un mécanisme, bah, libre à nous de faire en sorte d'essayer de trouver une autre voie, un autre chemin, d'essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça, ce qui peut nous donner d'autres options. Et puis voilà, on fait les choses comme on a besoin de le faire, mais ça part vraiment de l'intérieur et non plus de ce qu'on croit que les autres veulent de nous ou de ce qu'on croit devoir faire pour satisfaire les exigences extérieures ou pour satisfaire même une force supérieure en mode si je me comporte comme un bon petit humain, peut-être que le bon Dieu va me gâter, va me donner ce que je souhaite. Non, non. Ce qu'on vit ne fait que refléter l'énergie qu'on porte et il n'y a pas de conscience extérieure à nous qui viendrait mettre son grain de sel là-dedans en mode ah c'est bon, tu es très obéissant et bien docile, tiens prends ton petit cadeau et va jouer avec. Non, il n'est pas question de ça du tout, ce sont des croyances à la con qu'on trimballe depuis des millénaires, mais non, il n'est pas question de ça, on ne fait qu'expérimenter ce que nous sommes, ce qu'on vibre, l'énergie qui est la nôtre, et on ne peut pas contrôler la façon dont tout ça va s'exprimer. Nous, on a notre petite portion consciente, la partie qu'on peut voir, qu'on peut percevoir, mais notre inconscient va s'exprimer comme il va s'exprimer en fonction de tout un tas de paramètres et il n'y aura pas de possibilité de prendre le contrôle là-dessus. Mais le truc, c'est que plus on accepte de jouer le jeu,
de se laisser guider, de former une espèce de partenariat avec cette partie de nous, plus ça semble fluide, agréable, léger, et moins on a l'impression de se buter contre des obstacles et de se prendre le petit doigt de pied dans le coin des meubles à chaque tour de bras. Donc il y a vraiment ce truc-là, cette sensation de fluidité, de quelque chose qui coule de source, elle vient avec la fin de nos résistances. Moins on lutte, plus on accepte de jouer le jeu et de se dire bon ok, allez hop, je me laisse embarquer. Ça, j'aime pas trop cette étape, mais j'y vais et puis on verra bien ce que ça a à produire. Et plus ça devient fluide, plus c'est agréable et ça semble facile et plein de miracles, de belles choses. Donc voilà, c'est une question de choix encore une fois. On n'est pas toujours en mesure de faire ce choix directement pour toutes sortes de raisons, mais on y arrive de plus en plus facilement avec le temps, avec les expériences. Donc suivez le fil du mieux que vous pouvez et puis essayez de ne pas vous prendre la tête. Et puis voilà. On a encore un petit peu de temps, alors je vais prendre encore quelques questions. Quelqu'un qui me disait que la situation vécue n'était pas de son fait, que c'est l'autre qui n'a jamais voulu s'engager dans le concret avec moi. Alors bon, c'est un truc qui a été répété des milliards de fois, mais c'est pas grave, on va revenir dessus encore une fois pour ceux peut-être aussi qui nous rejoignent en cours de route. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut a priori pas s'engager avec vous, c'est toujours en miroir de votre propre positionnement. On trouve toujours chez ce genre de personnes un désir de ne pas s'engager soi-même avec l'autre, parfois de ne pas s'engager avec soi-même tout court, hein, parce que souvent il y a des peurs, parce que parfois c'est une question de peur de perdre ma liberté, parce qu'on promène des croyances du type être en couple, c'est faire des concessions tout le temps, l'autre va envahir mon espace, va me prendre mon temps, machin, j'aurais plus la possibilité de vivre ma vie comme je l'entends, j'aurais des comptes à rendre, ce genre de truc. On trimballe tout un tas de croyances alors qu'en fait on est libre de poser le cadre qu'on veut autour du couple, hein. Et puis après l'autre fait avec ou pas, mais voilà, c'est à nous de définir comment est-ce qu'on a envie de vivre cette expérience. Euh, et puis, il y a aussi souvent la peur d'être vu dans son entièreté, parce que tant qu'on ne s'engage pas avec l'autre, cette absence de proximité fait qu'on peut venir vers l'autre uniquement avec notre bonne humeur, en étant toujours bien apprêté, en gardant seulement les morceaux qu'on a envie de montrer, alors que dans un quotidien vécu avec une autre personne, il y a forcément tous les petits tracas de la vie, tous les trucs du quotidien qui vont se rajouter là-dessus et qui vont faire que l'autre va nous voir dans nos moins bonnes humeurs, dans ces moments où on va peut-être péter les plombs, où on va s'énerver pour un oui ou pour un non, et il va nous voir dans notre humanité. Et pour beaucoup de gens, le non-désir de concrétiser les choses, d'aller plus loin en matière d'engagement, c'est souvent ce désir de pouvoir garder la façade, de continuer à montrer uniquement les morceaux qu'on a envie de montrer, et ça c'est valable tant qu'on a ce regard déformé sur soi, qu'on croit qu'il y a des parts de nous qui ne sont pas acceptables, pas dignes d'être aimées, et finalement ça saute tout naturellement avec ce chemin de découverte quand on va se réconcilier avec soi de plus en plus, se tendre les bras et arrêter de partir dans ces directions de camouflage de ces parties qu'on pense pas acceptables et pas dignes d'être aimées. Mais non, à un moment donné, voilà, ceux qui veulent rester dans leur rôle de victime, faites-vous plaisir, hein, c'est humain aussi. Mais je ne peux pas cautionner ce genre d'éléments avec le type de contenu que je vous propose habituellement. Non, non, la victimisation ici, il n'y en a pas. L'autre ne veut pas s'engager, c'est toujours en miroir de soi-même. C'est soit que vous ne voulez pas vous engager avec cette personne peut-être, ou pas vous engager tout court, ou que vous ne voulez pas que l'autre s'engage avec vous, parce que l'autre découvrirait l'abominable humain que vous êtes, avec toutes vos failles, vos défauts et tout ce qui s'ensuit. Et comme vous vous jugez de tous les côtés, vous avez l'impression que si jamais l'autre découvre comment je suis, il ne pourra plus m'aimer, et vous ne voulez absolument pas qu'il s'engage avec vous. Comme ça, vous pouvez continuer à maintenir l'illusion et à profiter de la relation telle que vous la vivez actuellement. Et c'est ça qu'il y a derrière la grande majorité du temps. Alors bien sûr, on ne peut pas généraliser dans l'absolu, puisqu'il y aura toujours des cas à part, des choses qui seront un peu différentes, mais pour la grande majorité des gens qui vivent ce genre de situation, qui sont en train de se plaindre de oui, mais l'autre ne veut pas s'engager avec moi, et c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire, regardez à l'intérieur, regardez votre positionnement, soyez honnête
aussi dans vos désirs contradictoires, hein. J'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'une belle relation, machin et tout, mais qu'est-ce que ça me casse les couilles quand l'autre est trop présent, quand l'autre veut me voir à tout bout de champ. Moi, j'ai envie de faire des trucs pour moi, j'ai envie de m'occuper de ma vie, de mes projets. On a souvent ça aussi. Et en fait, il y a cette non-envie en même temps qu'il y a l'envie de l'autre côté. Mais voilà, ça se percute dans tous les sens et il y a tous ces désirs contradictoires. Euh, Quelqu'un qui nous disait que cette personne est en couple avec un homme qui était marié avec un membre de sa famille pendant 25 ans jusqu'à son décès il y a 6 ans et que bah, cet homme en face est perdu et n'arrive pas à avancer. Non, dans ce type de situation, quand il y a des relations, on va dire, particulières de ce type-là, c'est souvent soi-même qui on se place en mode comparatif et on n'arrive pas, nous, à avancer, à passer au-dessus du fait que l'autre a été en couple pendant si longtemps avec un membre de sa propre famille en plus, et on a l'impression de trahir peut-être la personne qui est décédée aussi, de chercher à profiter entre guillemets de son départ pour harponner l'homme qui est maintenant célibataire. C'est une question de culpabilité, c'est pas cet homme-là qui n'arrive pas à avancer, ou alors il arrive peut-être pas à avancer a priori, mais c'est qu'en miroir finalement de vos énergies à vous. Et c'est vous qui n'arrivez pas à avancer, qui n'arrivez pas à passer au-dessus de cette situation assez particulière. Et c'est ça qui bug, en fait, c'est de l'intérieur que ça se passe comme toujours. Et c'est pas... ça n'a rien à voir ou pas grand-chose en tout cas avec la personne qui est en face. On va en prendre une dernière. Quelqu'un qui me disait pourquoi je retourne dans la relation et puis finalement je repars, je retourne et je sais pas vraiment ce qui n'a pas fonctionné. Ces allers-retours, c'est souvent une peur de passer à côté de quelque chose, le truc d'avoir l'impression aussi de mettre la pression à l'autre en mode si je le quitte, peut-être qu'il va se secouer et devenir enfin la version que j'aurais aimé trouver. Il y a aussi le truc de quand je m'éloigne de l'autre, je peux repasser en mode fantasme entre guillemets, c'est-à-dire m'imaginer ce qu'est l'autre et ce qu'il pourrait devenir au lieu d'être confronté à la personne telle qu'elle est. Et souvent dans ces allers-retours, il y a ce truc de j'y vais, je vois que ça ne me convient pas, ou je vois tout ce qui est pas OK pour moi, ce qui ne fonctionne pas, donc je pars. Mais quand je pars, je commence à me sentir seule, je commence à avoir peur du vide, je commence à avoir différents manques, je recommence à m'imaginer comment ça pourrait être dans ma version idéalisée, donc je retourne sur place. Et puis au début, c'est tout beau, tout rose, hein, c'est merveilleux, machin et tout, les retrouvailles. Et puis très vite, je suis confrontée à nouveau à la réalité concrète et je me rends compte que ça ne me convient pas, que ça le fait pas. Et ça explique ce genre d'aller-retour. Donc c'est une question de bah, quelque part de d'arrêter d'attendre de l'autre qu'il se modèle selon nos petites attentes. L'autre est tel qu'il est, tel qu'on le voit quand il est en face de nous, concrètement, et cet autre est libre d'être comme il est. Si l'autre ne nous convient pas comme il est, l'autre n'a pas à changer pour rentrer dans nos petites cases et pour nous permettre de vivre notre petit rêve de conte de fées. Donc c'est à nous d'être lucide, d'être objectif, de voir ce qui est OK pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et bah si c'est pas OK, d'accepter, de lâcher l'affaire, d'arrêter de s'imaginer, oui, mais peut-être qu'avec du temps ou avec suffisamment d'amour, ou si je lui fais suffisamment bien la leçon, l'autre va comprendre qu'en fait il devrait pas être comme ça, machin et tout, mais on ne parle pas d'amour dans ces conditions-là. Soit c'est spontané, vous acceptez l'autre tel qu'il est parce que c'est naturel, ça demande pas d'effort, soit vous êtes en train de vous tordre dans tous les sens pour essayer de faire avec tous les trucs qui vous font chier en fait chez l'autre, et dans ce cas on peut pas parler d'amour, vous essayez juste de jouer avec une marionnette et de faire en sorte, en appuyant sur les petits boutons, que l'autre rentre dans vos cases, que l'autre fasse devienne en fait ce que vous aimeriez trouver en face de vous, mais que vous n'avez peut-être pas envie de faire l'effort en fait de chercher d'autres relations, d'autres personnes ou de vous remettre vous en question et vous êtes en train d'attendre juste que l'autre rentre dans vos cas. C'est une espèce de solution de facilité. Vous savez, comme toutes les personnes qui renouent avec leur ex parce que c'est plus facile, entre guillemets, c'est plus confortable
que d'aller s'exposer à un parfait inconnu, un ou une, et de tout recommencer à zéro. Parfois, il y a une espèce de lassitude de mode, j'ai envie d'être en relation, mais j'ai pas envie de faire d'efforts pour apprendre à connaître l'autre, pour lui faire une place dans ma vie, pour tout ça. Les ex, ben, on sait comment ils sont. On a généralement vécu suffisamment d'étapes avec pour savoir à peu près à quoi s'attendre. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable. Il y a ce côté qui fout moins la trouille aussi. Parfois, c'est une question de ça également. Et qui fait que beaucoup de gens retournent avec leur ex, non pas parce qu'ils ont réellement envie d'être l'un avec l'autre, mais parce que c'est une solution de facilité. Et à des moments parfois où ben, on n'a juste pas envie de se mouiller, on n'a pas envie de s'exposer, de prendre le risque de rencontrer une nouvelle personne et de faire tout ce cheminement. Et puis voilà, donc c'est plus une question de ça. Mais ouais, les allers-retours, c'est juste un manque de lucidité quelque part. Ou des mensonges qu'on se raconte à soi-même. Ah, l'autre me manque tant, mais en fait, c'est pas l'autre qui nous manque tel qu'il est, c'est la version imaginée qu'on a envie d'aller chercher. Donc on va chercher l'autre en pensant qu'avec un peu de bol, il se sera transformé en cette version-là. Mais en fait, on se rend compte que l'autre est toujours comme il est. Et cette version-là, on n'a pas envie de la côtoyer. Et c'est pour ça qu'on vient et qu'on vit ce genre de situation. Et puis voilà, donc c'est à nous de regarder en face ce qu'on ressent. Parfois, on aura besoin de ces allers-retours jusqu'à s'épuiser suffisamment pour se dire, bon allez, stop, maintenant ça suffit. Je vois bien que l'autre, de toute façon, ne correspond pas à ce que je souhaite. L'autre est tel qu'il est, il a le droit d'être comme ça, hein. Il n'a pas à changer, il n'y a pas à poser de jugement là-dessus, mais ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à mes attentes, mes souhaits, mon système de valeurs et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est à moi de faire un choix et de me tourner éventuellement dans une nouvelle direction, d'oser prendre mon courage à deux mains pour repartir vers du neuf, pour apprendre à connaître pourquoi pas de nouvelles personnes qui peut-être pourront correspondre mieux à ce que je souhaite et avec qui ce sera naturel et sans qu'il y ait d'efforts à faire. Voilà pour ça, on va rester là-dessus aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous apporter des éléments de compréhension, des éléments utiles par rapport aux différentes situations que vous pouvez vivre. Alors je vous encourage pour ceux qui ont envie à recommencer l'expérience. Pour ceux qui ont envie de poser des questions, de proposer des problématiques, vous pouvez mettre dans les commentaires "je participe", que je sache qui est en train juste de partager son expérience et qui a envie de proposer un cas qu'on pourra décortiquer ensemble. Et puis vous me mettez en deux, trois phrases, hein, pas plus. C'est pas la peine de partir dans des détails. Les messages trop longs ne seront pas lus parce que souvent c'est les histoires qu'on se raconte et tout le blabla qu'on colle par-dessus. Souvent aussi il y a des gens qui arrivent à me donner moult détails parce qu'ils essayent de me convaincre et de se convaincre eux-mêmes de ce qu'ils racontent alors que l'énergie elle dit clairement que c'est faux. Donc non, restez sur du concret, sur des faits. Décrivez juste deux, trois phrases pour dire où vous en êtes actuellement par rapport à une situation qui vous préoccupe. Quel que soit le domaine, hein, ça peut partir dans d'autres directions que l'affectif, que le relationnel. Et puis, on refera d'autres sessions comme ça avec ce décortiquage. J'aime beaucoup travailler sur des cas concrets. C'est peut-être plus pratique et plus direct pour vous aussi. Donc, on en refera. Et puis voilà, donc chacun peut proposer ce qu'il a envie de proposer, y compris les personnes qui ont déjà participé, hein, pas de souci. Et puis on prendra plusieurs éléments et on naviguera comme ça plutôt que de rester seulement sur une énergie et de creuser là-dessus. On partira sur plusieurs éléments et on pourra décortiquer, ça pourra être intéressant pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.